On utilise plusieurs noms pour référer à cette pratique qui est en fait, je vous le rappelle, le fait que le parent va prendre 100% de la responsabilité de l'éducation de ses enfants en remplacement d'une fréquentation scolaire à temps plein dans un établissement scolaire, dans une école. Donc on parle d'instruction en famille, on parle d'apprentissage en famille, on parle d'éducation à domicile, on parle d'école à la maison, puis en anglais on va parler de homeschooling. Mais tout ça va se référer à cette même pratique. Puis pour un petit retour en arrière, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que l'école soit inventée, puis démocratisée, puis aussi répandue qu'aujourd'hui, alors l'éducation des enfants se faisait dans la famille. Dans la famille, dans le village, dans la communauté, mais vraiment dans l'environnement proche. Et c'est finalement lorsque l'école a été inventée et s'est répandue dans l'ensemble, dans la majorité des pays, que cette pratique a été oubliée. Donc la pratique moderne, le mouvement moderne d'apprentissage en famille ou d'instruction en famille est réapparu dans les années environ 1970. On observe principalement que des familles ont fait ce choix-là aux États-Unis majoritairement, mais aussi en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Angleterre et ensuite au Canada. Le mouvement moderne d'apprentissage en famille, en fait, est venu de réformateurs de l'éducation, de personnes qui critiquaient l'éducation à ce moment-là, qui étaient principalement de gauche et qui voulaient une éducation nouvelle, basée plus sur des théories humanistes, basée sur une pédagogie plus centrée sur l'apprenant. Donc c'est vraiment à partir de ces personnes-là que le mouvement moderne d'éducation en famille a émergé, est apparu. Et en fait, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est que c'est des familles conservatrices de droite, plus religieuses, qui se sont appropriées ce mouvement-là. Donc pour une pratique semblable, mais pour des raisons différentes. Ils voulaient peut-être plus de structure qu'à l'école. Ils voulaient être capables de choisir le contenu. Donc ils faisaient ce choix vraiment plus par idéologie que par pédagogie. Pour ces personnes assez critiques de l'éducation, on pense bien sûr à Illich, on pense à John Holt, qui ont écrit vraiment des textes qui sont fondateurs de cette pratique nouvelle finalement d'éducation à domicile. Ensuite, donc le mouvement d'éducation en famille s'est retrouvé assez polarisé finalement entre des humanistes de gauche, des conservateurs plus religieux de droite, mais le mouvement va grandir rapidement. Puis le mouvement va aussi s'organiser. Donc dans les années suivantes, dans les années 80-90, ce qu'on a observé, c'est beaucoup de conflits sur le plan légal, parce qu'il fallait créer le chemin, rendre cette pratique-là légale, qui ne l'était plus finalement depuis toutes les lois dans tous les pays qui rendaient l'école obligatoire, la fréquentation scolaire obligatoire. Donc on parle d'une quinzaine, vingtaine d'années, et ça se poursuit encore des fois maintenant. Puis ce qu'on est rendu aujourd'hui sur le plan légal, c'est que c'est une pratique qui est légale dans la majorité des pays du monde, avec ce qui va changer d'un pays à l'autre ou d'une province à l'autre, c'est un encadrement, des contrôles qui vont être plus ou moins stricts, plus ou moins intenses sur les parents. Et on a encore quelques exceptions notables, comme en Allemagne, où la pratique de l'éducation en famille est interdite, est restée interdite. Il n'y a jamais eu cette évolution-là. En parallèle, finalement, de cette phase de conflit sur le plan légal, sur le plan juridique, la communauté va continuer de grandir, puis la communauté va se diversifier. Donc on va avoir des réseaux qui vont se créer entre ces familles éducatrices. Donc on va avoir des réseaux vraiment au niveau local, donc on va avoir des groupes de soutien, des coops, tout un tas de regroupements de formes diverses qui vont se créer vraiment à partir des années 80, qui vont grandir, qui vont prendre différentes formes, qui vont apparaître, disparaître, etc. Puis au niveau plus élevé, au niveau étatique, provincial, on va avoir des réseaux organisés, on va avoir des associations, c'est le cas de la Quête par exemple. On va avoir aussi des associations qui vont prendre une ampleur de plus en plus importante, je pense par exemple à la HSLDA aux États-Unis. Donc l'organisation de la communauté va vraiment suivre l'évolution du nombre de familles qui vont faire ce choix-là. Alors des personnes extérieures au mouvement vont commencer à s'y intéresser. Je pense notamment au réseau universitaire et au réseau de chercheurs. Donc, à partir des années 90,
avec un boost au début des années 2000, il va y avoir de plus en plus d'études sur le sujet. Donc des chercheurs universitaires qui vont aller voir qu'est-ce qui se passe dans ces familles-là, quels résultats ça donne, qu'est-ce que c'est la différence, etc. Donc il va y avoir des études mises en place qui vont être suivies par des publications scientifiques, donc qui vont contribuer à démocratiser cette pratique éducative et ce qui a un effet entraînant, et de plus en plus de familles vont choisir de pratiquer l'éducation en famille. Une pratique qui devient légale, de plus en plus de familles, un intérêt extérieur, donc ce n'est pas juste des familles qui font ça entre elles, vraiment un intérêt des chercheurs, un intérêt de la société en général. On va arriver aujourd'hui à un mouvement, on appelle ça un mouvement d'apprentissage en famille, qui va être plus basé sur une polarisation entre deux grands groupes, de gauche et de droite comme au départ, mais vraiment à un mouvement très multiple dans le sens que les parents ont des philosophies différentes, ont des intentions éducatives différentes, ils ont des approches et des pratiques pédagogiques différentes. Et également, il y a des familles de toutes sortes. Il y a des familles qui sont socio-économiquement différentes, qui ont des religions, qui appartiennent à des religions différentes, qui ont des motivations différentes. Et en parallèle de tout ça, évidemment, cela a fait émerger toute une offre de services, de curriculum sur Internet, de formation, de cours en ligne, qui fait que finalement aujourd'hui l'éducation en famille va s'intégrer dans l'éducation en général, qui tend vers un mouvement de plus en plus hybride, donc des cours en ligne, avec des cours à la maison, avec un curriculum acheté par le parent, et qui va conduire finalement à une diversité de l'éducation qui fait que l'éducation n'est plus juste simplement à l'école à 100% ou à la maison à 100%. On s'en va plus vers un mode hybride d'éducation. Au Québec, on peut voir la même évolution, donc des balbutiements au départ, quelques familles qui vont faire ce choix-là en restant cachées, par peur de la DPJ, par peur du fait que c'est pas forcément légal de faire ce choix-là. On voit que c'est un petit peu plus tard par rapport aux États-Unis. On ne parle pas des années 70, on parle plus des années 80, 90, où il y a de plus en plus de familles. La difficulté, c'est que des familles qui se cachent, c'est difficile à recenser, donc c'est difficile de parler en termes de chiffres, mais on observe une évolution à peu près similaire. On observe des familles qui vont se cacher au départ, ensuite il va y avoir des conflits avec les centres de services scolaires, les commissions scolaires à l'époque, il va y avoir évidemment la DPJ qui va être impliquée, puis tout ça va prendre du temps à se démocratiser. Mais en parallèle, on observe les mêmes phénomènes, la création d'associations, la création de l'ACED à la fin des années 90. D'autres associations aussi, l'association chrétienne, la HSLDA qui va avoir une branche au Canada. Donc on observe les mêmes grands traits de développement du mouvement. Et ensuite, effectivement, à partir des années, après les années 2000, là, on va avoir de plus en plus de familles, des congrès, des regroupements plus visibles, des offres de services, des personnes qui veulent aider ces parents-là, un accès à tout un tas de curriculums, de ressources éducatives, des groupes locaux, des groupes de soutien qui vont émerger aussi, qui vont devenir très actifs, qui vont regrouper un plus grand nombre de familles. Puis évidemment, c'est ça, une augmentation du nombre de familles qui est évidemment exponentielle due à la pandémie, mais qui de toute façon progresse de manière régulière depuis des années. Sur le plan légal, au Québec, la possibilité de faire l'éducation en famille a été très floue. C'était très flou au début, dans les années 90, au début des années 2000. Donc la DPJ était beaucoup impliquée. École-maison devenait synonyme de négligence éducative. La loi pouvait prêter à confusion. Alors les associations ont travaillé fort, l'ACED notamment a travaillé fort pour qu'il y ait un respect de ce choix-là, pour qu'il y ait un encadrement qui soit plus approprié. Alors ça a été des étapes. Donc il y a eu une évolution finalement de ce que les commissions scolaires faisaient avec les familles. Chacune faisait ses choix, comment on va superviser, encadrer les familles qui font l'école-maison sur notre territoire. Alors ça crée vraiment des conflits. Certaines commissions scolaires ignoraient complètement les parents, d'autres étaient assez soutenantes, offraient des ressources, acceptaient de voir un portfolio, etc. Puis d'autres faisaient carrément de l'intimidation.
auprès des parents, menacer de la DPJ, demander à vraiment copier le modèle scolaire, etc. La conséquence, c'est que sur les 72 commissions scolaires, il y avait 72 formes d'encadrement, ce qui créait une forme vraiment inéquitable d'encadrement de l'école maison parmi toute la province. Donc les associations ont travaillé fort pour aller éduquer les commissions scolaires, pour leur faire valoir que c'était un choix acceptable, que l'enfant se développait, qu'il n'y avait pas de difficulté, qu'on n'était pas dans la négligence éducative. Donc en 2017, finalement, il y a eu une grande consultation, vraiment au niveau provincial. Donc les associations ont été consultées, les chercheurs, les parents, les professionnels comme les orthopédagogues, toutes les communautés vraiment diverses et variées. Puis il y a eu une évolution de cet encadrement-là. Donc on est sorti finalement de l'encadrement par les commissions scolaires et on s'en vient à un encadrement vraiment centralisé, donc qui est fait par le ministère de l'Éducation, qui n'est plus délégué. Donc il y a eu la création d'un département d'enseignement à la maison au ministère qui va avoir la responsabilité de faire le suivi des enfants qui font l'école à la maison. Les parents avaient le choix de leur projet éducatif, écrivaient leur projet d'apprentissage selon leur philosophie, leurs intentions. Ils pouvaient choisir les objectifs d'apprentissage, ils pouvaient choisir évidemment la pédagogie. Le portfolio était accepté, alors il y avait une compréhension de ce que c'est que la pratique de l'école maison, avec toute la liberté éducative que ça implique, même si évidemment ça crée une charge administrative et bureaucratique beaucoup plus importante qu'avant. Puis il y a encore une évolution, donc en 2019, une évolution légale puisque le règlement a changé et le règlement est devenu beaucoup plus contrôlant. Donc là, les parents ont perdu une bonne partie de leur liberté éducative puisqu'ils doivent maintenant suivre, en tout cas viser les mêmes objectifs que le programme de formation québécois. Donc ça change l'intention de l'encadrement, l'intention du suivi. On passe vraiment sur un encadrement qui va être plus contrôlant, qui va mettre plus qui va créer plus de défis, plus d'enjeux pour les parents qui vont être obligés d'aller vers un modèle préétabli au lieu d'avoir la liberté de choisir ce qui est le mieux pour leur famille puis ce qui est le mieux pour leur enfant.